Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka est consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à l'œuvre d'un peintre que ma camarade a découvert alors qu'elle était encore dans une de ses escapades. Des escapades comme ça, bravo, parce que ça nous donne du matériel pour faire des émissions. Des gens de rencontre au cours de cette escapade lui ont fait découvrir Simon Segal, un peintre d'origine yiddish, dont ma camarade va tout de suite vous parler, évoquer sa vie, son statut, ses passions, ses amours. Un peu toute sa bio. Alors déjà, je vais quand même remercier ce couple les Feuillets, comme les appelle Lolo, chez qui nous avons été boire un café lors de notre séjour à Barneville, dans la maison de Laurence. Et donc c'est une affiche qui m'a attiré l'œil dans leur séjour, un petit garçon, je crois avec des yeux bleus, et quand j'ai vu cette affiche, j'ai dit ah c'est magnifique, il y a quelque chose, enfin c'est pas magnifique, il y avait quelque chose de fort dans ce portrait d'enfant, voilà, un petit garçon qui est blond avec les bras croisés, et là on a parlé un petit peu de ce peintre, ils m'ont dit c'est un peintre qui a vécu en partie dans le Cotentin, ils avaient un petit bouquin sur son travail, ils en ont même 3 qui m'ont prêté, donc je les remercie chaleureusement, et à partir de ça, donc on a pu bâtir cette émission, et je me suis empressée en mon retour de Barneville de faire découvrir Simon Segal à Robert. Alors qui est ce Simon Segal? Je pense qu'il est aujourd'hui peu connu, alors qu'il a une vraie carrière d'artiste et de peintre. C'est un autodidacte, mais enfin il a eu des expositions. Oui, enfin, ça ne veut rien dire. Il y a plein de peintres qui sont autodidactes, voilà, c'est pas quand même... Alors Simon Segal, il naît à Białystok, c'est en Russie, c'est en 1898. Donc il naît dans une famille juive qui est pratiquante, et en fait quand il est petit, il est un peu solitaire, il aime beaucoup la lecture. Rapidement il va y avoir des pogroms en Russie, donc ils vont miraculeusement échapper à un pogrom, ils vont être cachés dans une maison d'amis orthodoxes qui, lors de l'arrivée des chasseurs de juifs, justement, eux vont mettre leur croix en disant nous on est des orthodoxes, il n'y a personne chez nous, et ils vont donc miraculeusement pouvoir échapper à une mort. Et donc il vit dans une ambiance de culture juive, il apprend l'hébreu, il apprend le piano, ils font Shabbat avec le chandelier à 7 branches le soir. En fait, lui, de ces rituels-là, ne gardera peu de choses. Il dit qu'aujourd'hui, l'hébreu, il pourrait à peine, quand il raconte sa vie qu'adulte, il pourrait reconnaître l'hébreu, mais pas le parler. L'hébreu, le yiddish, non? Non, là, c'est l'hébreu, il parle de l'hébreu, ouais. L'hébreu, il s'est utilisé pour les cérémonies religieuses. Voilà, c'est pour ça, oui. Et donc, il est dans une famille aisée. Son père dirige un entrepôt de produits chimiques. Ils partent régulièrement en vacances. Ils aiment bien aller à l'étranger, dans des villes d'eau, en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et quand la guerre de 14 éclate, en fait, ils sont à Berlin, ils sont en train de revenir, et donc là, ils vont plus pouvoir passer directement de Berlin en Russie parce qu'on les aurait arrêtés. Donc en fait, ils vont faire tout un détour par le Danemark, la Suède, la Finlande. Et là, ils vont habiter un peu plus loin, ils vont pas rester donc à la frontière, ils vont habiter un peu plus loin dans le centre de la Russie, à Tver, et c'est là qu'il ira au lycée. Et son père va lui offrir un cadeau, c'est un livre qui s'appelle 100 chefs-d'œuvre de la peinture moderne, un livre magnifique avec des reproductions en couleurs. Et en feuilletant ce livre, là, il se dit, moi, je vais devenir peintre. En fait, il va adorer les tableaux d'Utrillo, de Modigliani, de Soutine. Bon, ses parents le destinaient plutôt à une carrière d'ingénieur, mais non, lui il décide de devenir peintre. Et les années passent, c'est la révolution russe, et là, le père qui était un bourgeois, donc se retrouve ruiné avec son usine qui est récupérée. Et donc réquisitionné, et donc leur ville natale va devenir polonaise, et donc ils vont partir s'installer à Varsovie chez un oncle et une tante. Donc là il apprend à parler, il parle polonais, il fréquente les cafés, et comme il ne veut pas faire son service militaire contre les Russes, en fait il va partir à Berlin, et là il s'installe dans un quartier ouvrier. Et il continue d'affirmer à sa famille qu'il décide qu'il veut être un peintre et qu'il veut être un peintre moderne.
Donc il fréquente les cercles russes littéraires et poétiques avec tous ces écrivains qui sont aussi en exil. Et là, il fait un premier tableau qui s'appelle La petite mulâtresse. C'est un modèle, une jeune femme qu'il va rencontrer, qu'il va peindre. Et en fait, ce tableau va être repris dans une revue qui s'appelle Der Sturm. C'est une revue russe. Et si on se rappelle de ce qu'on a raconté sur Oskar Kokoschka la semaine dernière, Oskar Kokoschka a travaillé aussi à Berlin dans cette revue, justement. C'est Walden. C'est Walden qui tient cette galerie-musée. On peut imaginer qu'ils se soient croisés, qu'ils étaient à des époques similaires, quoi. Et donc, Simon Segal, il peint ses copains, il va aussi découvrir Rembrandt. Et là, il a une vie... pas de débauche, mais enfin, bon, voilà, ils sont avec des amis, il boit beaucoup. Et en fait, au moment où il sent que ça bascule un peu, il va partir à Vienne en 1923. Il va chez un oncle, c'est l'oncle Paul Di, et son oncle va l'embaucher comme secrétaire pour une revue sur le théâtre. Là, il fait une rencontre, il rencontre un clown qui s'appelle le clown Anatoly Dourov. Il fréquente le music hall et il part... Quand Dourov va partir, Segal va se remettre à la peinture et il veut quitter, au bout d'un moment, en fait, cette vie à Vienne, qui est une vie très confortable, en fait, ne lui convient pas. C'est une vie douillette et bourgeoise. Donc, en fait, il décide de quitter Vienne pour Paris. Voilà. Donc, en 1925, il se retrouve, il arrive à Paris. Et là, il va retrouver un peintre qu'il avait connu à Berlin. Il va loger dans un petit hôtel du 14e, près de la porte d'Orléans. Et sa tante lui avait donné un petit pécule justement pour financer son voyage. Son pécule va s'épuiser au bout d'un moment, donc il va rentrer dans un atelier pour travailler à la fabrication de poupées comme dessinateur. Il va proposer à son employeur de faire des poupées qu'il appelle grotesques, et la boîte au bout d'un moment va fermer, donc il va proposer ses services à Paul Poiret. Paul Poiret, c'est à l'époque, c'est un grand couturier de ces années-là, hein. C'est un couturier d'avant-garde, et Paul Poiret va aimer ses dessins, lui faire une commande de 30 poupées. Il gagne, donc là, il a un petit peu d'argent, il va déménager dans un hôtel de l'île Saint-Louis, puis il va travailler aussi comme comptable un mois. Mais là, bon, c'est une catastrophe parce qu'en fait, tous les employés sont les uns à côté des autres avec des chiffres, les rentrées, les sorties. Et lui, en fait, n'est pas du tout avec cette rigueur. Donc, rapidement, on va s'apercevoir que toutes les erreurs viennent de son poste. Donc, il va être congédié, quoi. Et là, il y a un ami russe qui va le faire rentrer chez Citroën comme ouvrier. Donc il aura tout un passage justement d'ouvrier. Donc il travaille la journée comme ouvrier, et puis le soir, quand il rentre chez lui, il va traîner à Montparnasse, dans le cœur de Paris moderne. Donc les journées c'est au boulot, et la soirée c'est plutôt des soirées un peu de débauche dans ce Paris artistique, quoi. Mais en fait, il ne peint pas. Voilà, il ne peint pas parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'énergie, donc il va rentrer plus ou moins dans une sorte de dépression. Et là, c'est un copain qui va lui parler de la ville de Toulon, il lui vante Toulon avec la douceur de son climat, la gentillesse des habitants, lui dire qu'il aura des loyers moins chers. Donc, il décide de partir pour Toulon. Donc là, à Toulon, il va se remettre à peindre, il va faire des natures mortes, des marines, un portrait de vieux pêcheurs. Il fait la connaissance des peintres toulonnais et aussi toujours des poètes. Et il fait la rencontre avec Bruno Bassano, qui va devenir son manager et un fervent défenseur de son œuvre. Il va aussi fréquenter à Toulon Otton Fritz, qui a sa villa là-bas, et qui va recevoir ses artistes. Apparemment, Otton Fritz était dans la simplicité, la générosité, donc c'est un moment qui est plutôt un moment de créatif et sympathique, quoi. Et au bout d'un moment, c'est pareil, Toulon va l'ennuyer, il va retourner à Paris après ces belles années donc passées dans le sud de la France, où il a fait des toiles, des aquarelles, des dessins, des gouaches. À Paris, il va habiter dans une communauté d'artistes au 7 impasse du Rouet. Donc, impasse du Rouet, c'est pas très loin du bateau Lavoir, c'est toujours dans ce 14e arrondissement. Et là, il vit du chômage.
Et en 1935, il réalise un projet qui s'appelle Vision de guerre. Alors c'est 1935, on n'est pas à partir de 1935. Hein, donc il y a la guerre, il va y avoir la guerre d'Espagne. Il a vu quand même toutes ces pogroms. Il a quand même pas mal côtoyé toute cette ambiance d'Hitler. Il y a cette ambiance de guerre. Il y a la montée d'Hitler. Et lui se sent quand même vraiment ancré à gauche, anti-bourgeois, contestataire. Donc là, il va réaliser 200 gouaches. Et sur ces 200 gouaches, il en choisit 30 qu'il va classer par ordre. Donc il en fait un album. Et cet album va être exposé. Et en fait, lors de l'exposition qui devait ouvrir, je ne sais plus, je crois 14 heures, dès 11 heures du matin, il y a un collectionneur qui va arriver, un collectionneur new-yorkais, et qui va découvrir son travail. Et qui va lui dire voilà, j'achète tout. Donc en fait, l'exposition a même pas démarré que la totalité de son travail va être vendue. Donc là, il a un petit peu d'argent, et comme tous les artistes de cette époque-là, ou même peut-être encore aujourd'hui, oui. Dès qu'ils ont un petit pécule, en fait, dès qu'ils ont un petit pécule, ils le dépensent. Donc il va déménager pour un plus grand atelier qui va être près du Lion de Belfort, donc toujours ce quartier du 14e arrondissement. Donc il dépense quand même rapidement le gain de cette exposition, et il redevient pauvre. Hein. Donc il s'est quand même fait un petit cercle d'amis et d'acheteuses, principalement des dames des PTT. Je ne sais plus comment elles ont rencontré son travail, mais elles aiment bien ses toiles, et donc elles lui achètent régulièrement des œuvres. Il ne va pas les vendre cher pour que des PTT puissent les acheter. Et il va aussi rencontrer par l'intermédiaire d'un ami Henry Miller. En fait, il fait toujours des rencontres. À cette époque-là, on a l'impression qu'on pouvait tous se rencontrer. En fait, qu'il y avait une facilité à se croiser. Il a dû rencontrer González, à mon avis. Et voilà, on est en 1939. Donc là, c'est la deuxième guerre mondiale. Il veut s'engager. Mais en fait, pour l'instant, on va le refuser. On dit qu'il est déjà trop âgé. Bon, lui attend, et en fait, finalement, il ne sera pas engagé. Il va rencontrer alors Geneviève. Geneviève, ça va être l'amour de son amour, l'amour de sa vie. Il a eu énormément d'aventures. Il raconte dans son autobiographie toutes ces aventures féminines, que ce soit des femmes, des modèles, des prostituées, des femmes d'un soir, enfin voilà. Donc il a énormément rencontré de femmes, mais il n'était jamais tombé amoureux. Il n'a jamais ramassé de MST. Je ne sais pas, l'histoire le dit pas, en tout cas il n'en parle pas. Et voilà, donc là il tombe amoureux pour la première fois après toute sa vie d'aventure. Après 1940, c'est l'exode, donc ils partent, donc son amoureuse s'appelle donc Geneviève, il la surnomme Ni. Et donc ils partent, c'est l'exode, ils partent ensemble, et ils vont s'installer à Aubusson dans la Creuse. Et là on est au moment où le statut des Juifs est proclamé au Conseil de Vichy. Il a 42 ans, et donc il est en zone libre, mais il est en situation précaire, il a peu d'argent. Les hivers sont froids. Il va rencontrer aussi Marcel Gromer qui habite à Aubusson. Et Gromer, voilà. Et l'URSA qui est en train de renouveler quand même toute la tapisserie. Donc il y aura des soirées entourées de Gromer, et là il travaille, il fait un système justement comme les matériaux manquent. En fait, il travaille avec des couleurs en poudre, et il ajoute un verre de fiel de bœuf qui sert de liant, et il met ça sur des petits morceaux de carton pour faire palette en fait. Voilà. Et là, c'est la naissance de leur fille, une petite fille qui s'appelle Lucie. Et le gouvernement appelle les étrangers à travailler au champ. Donc, il va se faire embaucher dans 2 fermes. C'est des conditions très, très difficiles d'exploitation. Ouais. Lui, ce qu'il sauve par moment, c'est qu'une fois par semaine, il est vaché. Donc ça lui plaît de se retrouver tout seul avec ses vaches. 1943, il est aide-dessinateur dans une manufacture de tapisserie pour affermir et affirmer à l'encre de Chine des études qui sont tracées au crayon. Mais en fait, il ne travaille pas du tout dans l'esprit de l'URSA, justement. Ce n'est pas du tout cette nouvelle tapisserie avec des aplats, c'est plus des tapisseries traditionnelles. Fin 1943, il devient clandestin, parce qu'il a vraiment peur. Donc, il se cache chez un fermier polonais, et il hésite à rentrer dans la résistance par l'intermédiaire d'un Russe. Et en fait, finalement, ça ne se fera pas. En plus, on apprendra après que le réseau de résistance dans lequel il devait rentrer a été dénoncé, exterminé par les Allemands d'une manière absolument abominable. Mais finalement, c'est René Legrand, qui est un grand ami, qui en fait lui dit non, tu n'es pas fait pour faire de la résistance, tu dois peindre, c'est ton avenir, tu dois faire de. Donc il lui propose de l'héberger chez lui, de le cacher chez lui à Paris, et de le cacher dans un atelier, et de lui fournir de la nourriture et du matériel pour travailler.
C'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est la fin de la guerre. Il va donc chercher un peu un style pictural. Il s'essaie à l'abstraction, mais en fait, ça lui convient pas. Donc, il va revenir au figuratif. Et il part avec sa femme et sa fille, ils partent en Creuse et il part à La Hague. Alors La Hague, c'est donc dans le Cotentin. Ça va être un grand moment de création. C'est là où son style il va trouver un peu son style, quoi. Et il va découvrir ces paysages, ce bord de mer. Ça sera l'extrait que je vais dire tout à l'heure. Et là, c'est pareil. Il fait une rencontre avec Henri Bernadi, qui va devenir son mécène, son collectionneur, qui va être un peu le protecteur de ses peintures. Et il y aura même une préface de Gaston Bachelard. Il va rencontrer Bachelard, qui va préfacer un livre que va lui consacrer Waldemar Georges. Waldemar Georges, c'est un grand critique artistique, quoi. Il va aussi... D'ailleurs, Waldemar Georges, je ne sais pas si c'est Giacometti qui avait fait son portrait ou Hans Sulkin, je sais pas dire. Enfin, il était portraituré en tout cas à Montparnasse. Ouais. Et donc après, il va exposer au salon les peintres témoins de leur temps. Il va exposer à plusieurs reprises. Il va faire la rencontre d'un mosaïste brésilien qui s'appelle Carelli. Donc il aura des œuvres faites de mosaïque. Il va faire des tapisseries. Donc il va pouvoir continuer à vivre de sa peinture. Et il se sera séparé entre-temps de sa femme, je crois, je ne sais plus si c'est avant La Hague ou après, juste après La Hague. Bon, et là, il y aura un gros passage à vide. On sait pourquoi ils se sont séparés. Non, c'est pas très expliqué. Justement, il en parle très peu, quoi. On voit là après il y a un moment de désespoir fort, mais il raconte pas exactement quelles sont les conditions. Elle est partie, donc voilà. Bon, peut-être que vivre avec un artiste, ça reste malgré tout très difficile, quoi. Ça, je suis d'accord. Donc voilà, c'est toute une vie quand même, une vie artistique, parce que jusqu'à la fin de sa vie, là c'est 19, je crois que il meurt en 1969 à Arcachon. Il va travailler, exposer, quoi. Et il a quand même fait des rencontres qui ont été assez déterminantes. Et c'est vrai que quand on parlait de Kokoschka la semaine dernière, c'est quand même des peintres qui n'hésitent pas à partir quand ça va plus. Ils quittent un lieu, ils refont une vie ailleurs. Non, ça, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Surtout ces artistes russes, parce que la plupart sont des Russes. Bah oui, il fait partie de l'école de Paris, en fait. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Ils venaient du fin fond de la Russie ou de la Biélorussie ou tout ce qu'on veut, sans parler un mot de français. Ils prenaient le train, ils arrivaient à Paris. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ils avaient une espèce de vitalité, une espèce voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Ah ouais, alors que c'était comme une tradition dans la création artistique, dans la peinture, dans la sculpture, depuis très longtemps, depuis des siècles. Les artistes voyageaient. Ils ne restaient pas chez eux là, toute leur vie sur le cul sur une chaise, non. Ils allaient en Italie, ils allaient en Espagne, ils allaient en Hollande, ils allaient, etc. Enfin, je veux dire, ceux du Sud allaient dans le Nord, ceux du Nord allaient dans le Sud. Voilà, il y avait un mouvement vraiment artistique, un mouvement dans le sens du mouvement dont on se bouge le cul pour aller ici ou pour aller là. Voilà. Et ça s'est arrêté, disons, après la guerre la dernière, quoi.
C'était Happy Nigoon, un duo interprété par Pellet et Cugnot. On va continuer, je vais lire un extrait, donc toujours grâce au couple des feuillets. Simon Segal, autobiographie, un livre qui était publié par France Univers chez Marginal. Donc il raconte sa vie, dont je me suis largement inspirée pour la raconter moi-même tout à l'heure. Et comme en fait je l'ai découvert dans le Cotentin et que pour lui ce passage à La Hague a été un moment important, je vais lire une partie du chapitre qui est consacré à son arrivée à La Hague. C'était l'automne 46. Je foulais pour la première fois le sol de La Hague. Nous étions sur une petite hauteur formant une place. Il n'y avait que 3 bâtiments autour de cette place qui se faisaient face en triangle, l'école d'un côté, l'église de l'autre, le café enfin. Sur 3 côtés, on voyait la terre en pente, et au loin la mer. Nous empruntâmes une charrette au café et nous roulâmes jusqu'au hameau Thiebaut. L'air pur, le grand air du large me remplissait les poumons. Pas un bruit. Un grand calme solennel et majestueux planait sur tout, dans les airs et sur la terre. Par le sentier, nous descendîmes sur la route qui nous mena vers Thiebaut. Notre maison, sur le petit chemin, était la dernière du village. Le portillon rouge franchi, la maison se dressa devant nous, au fond de la cour. Le bâtiment d'un étage, construit en pierre massive de granit gris, était trapu, rustique, un peu sévère, agréable néanmoins. Devant la fenêtre de la cuisine s'étalait la surface minuscule d'un jardin surélevé. Une barrière prolongeait la maison à sa droite et s'ouvrait sur un grand champ derrière le bâtiment. Un appendice, collé au jardin, servait de réserve pour le bois. Tout cela avec une vaste cour, était plaisant à regarder. C'était notre domaine. L'épaisseur des murs, de l'intérieur à l'étroitesse des fenêtres, s'opposait aux assauts et à la furie du vent féroce du nord. Je ne me souviens plus quelle fut ma première toile de La Hague, ni ce qu'elle représentait. Mais je sais que lorsque je commençai à contrôler la toile, je restais médusée n'en croyant pas mes yeux. Ma peinture était tout autre que par le passé. Éclatante de couleurs fraîches et profondes, bien construite, solidement charpentée par des plans hardis, soulignée de cernets brutaux, la toile se dressait comme un coq victorieux après le combat. C'était une peinture authentique. Le lendemain, je plantais mon chevalet devant un autre paysage. L'émotion partait de mon cœur et se communiquait à mon bras, et les doigts qui tenaient le pinceau suivaient aveuglément les directives de l'âme. En revenant à la maison, je constatais que, comme la veille, c'était nouveau. Ni me le confirma. Elle aussi remarqua cet élan, ces flammes qui m'habitaient et qui, disait-elle, se traduisaient dans cette peinture originale. Donc voilà, ça c'est le point de départ de son style. Je pense qu'il va garder le style pictural qu'on peut voir un petit peu dans le livre. Là, le livre que tu as, c'est justement les œuvres qu'il a créées, qu'il a faites à La Hague. Et vraiment, c'est un hasard évidemment, parce qu'il n'a jamais vu, je pense, une toile de Perméqueux. Mais c'est vraiment, par moment en tout cas, on pourrait penser que c'est Perméqueux qui a peint, quoi, parce que c'est vraiment la même veine, la même facture picturale que Perméqueux. On peut rappeler quand même qui est Perméqueux. Hein. C'est un peintre belge flamand, voilà, dont on avait visité le musée du côté à Jabekeux, qui est du côté entre Ostende et Bruxelles. C'est le musée qui était son ancien atelier. Voilà. Et donc Perméqueux qui est un expressionniste flamand. Quoi. Flamand, oui, tout à fait. Vraiment, on avait découvert, je crois, tu me corrigeras si je me trompe, on avait découvert son œuvre au musée de Bordeaux. Oui, on avait vu une œuvre et on s'était dit... de Bordeaux, et qui nous avait vraiment bouleversé, et c'est à la suite de ça qu'on est allé en Flandre pour retrouver sa maison, son atelier, qu'il avait fait construire sur ses plans, etc., etc. Son atelier de peintre, et puis aussi les sculptures, parce qu'il sculptait aussi. Tout n'était pas extraordinaire dans ses sculptures, mais il y avait quand même quelques pièces qui étaient quand même assez intéressantes. Voilà. Et ils sont contemporains, donc peut-être que Simon Segal a croisé l'œuvre de Perméqueux à un moment donné. Quoi. Voilà. C'est fort possible. Derrière ta cigarette, autour t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps.
t'as raté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant que notre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je jette un trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ta marinière, interprétée par Rochi. Une jeune chanteuse de talent, semble-t-il. Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, la station de Rapin sans loi et sans corvette, nous allons poursuivre notre pérégrination dans l'œuvre de Simon Segal, ou Segal, je crois qu'on dit. Enfin, parler de ses œuvres, en tout cas, celles qu'il y a sur le petit catalogue que ma camarade a emprunté à ces braves gens de Schnour. Voilà. Et sachant que donc ce sont des œuvres peintes après 1946. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est celle qu'on voit le plus souvent, toutes ces œuvres de cette époque-là. Et là, je pourrais vous parler de L'homme au cheval de 1950 et d'un petit texte aussi de lui, je suppose. De loin, le plus beau cheval me salue et hoche la tête. Je suis un grand ami des bêtes. Mes vers les guérissent du mal. Mes vers VERS les guérissent du mal. Oui, alors c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment du Père-Méqueux, enfin, qui ressemble à du Père-Méqueux, c'est pas Père-Méqueux, mais c'est une peinture assez brutale, assez expressionniste, du coup, voilà. On voit un paysan avec une blouse bleue et des bottes assez erratiques, avec un cheval aussi raide comme la justice, sur un fond de prairie verte, avec au loin, presque à toucher le bord de la toile, une espèce de lisière de bois, avec un ciel bleu, presque blanc.
Mais si vous voulez, c'est taché vraiment comme une peinture expressionniste. Voilà, c'est pas ça. Ça n'essaye pas d'aller dans le détail dans la préciosité, pas du tout. C'est vraiment la tâche, quoi. Voilà, la tâche qui tout de suite donne au cheval cette espèce de force, presque une sculpture, quoi. Ainsi que le personnage qu'il tient par une longe, voilà, qui avance, probablement avec le cheval qui le suit. Mais tout ça, c'est dans une espèce de comment dirais-je, de chorégraphie, si vous voulez, presque, comment on pourrait expliquer ça, quelque chose d'intemporel. Voilà, c'est le cheval et l'homme qui pourrait être n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, mais qui sont là et qui nous donnent, on sent la chaleur du cheval, on sent l'espèce de domination quand même de l'homme par sa stature, son espèce de raideur, voilà. Une belle œuvre, une belle œuvre qui tachée. Ouais. Comme savait faire les expressionnistes. Voilà, mais il a peint plusieurs animaux, hein. Il a fait un âne, il a fait un cochon, enfin. Il a fait un taureau. Un taureau un peu curieux, mais bon, le taureau de 48, voilà. Pas tout à fait. S'il n'y avait pas la légende, on aurait du mal à se rendre compte du taureau, parce que j'ai quand même. Ah, si, quand même. On voit entre ces deux pattes arrière ces pendelottes là qui arrivent presque à la moitié de ses jambes. Oui. Non, ce qui est un petit peu plus curieux, c'est l'endroit où devrait se trouver son sexe. Là, c'est pas. Bref. Il y a des choses comment on peut dire, comment on appelle ça, qui sont un petit peu curieuses dans l'observation du sujet. Ouais. Alors moi, je crois que ce que je préfère chez lui, c'est vraiment ses portraits, quoi. Que ce soit des portraits d'enfants, comme celui qui m'avait attiré l'œil justement dans le salon, là, sur l'affiche du salon des Feuillets, là, ce petit Normand, ce petit garçon qui a été fait en 1947 avec ses petits cheveux blonds, ses joues roses, les bras croisés, les mains pleines de terre, mais justement cette facture expressionniste avec quelque chose dans le regard. Il a peint une petite qui s'appelle Émilienne Oharan, et donc on pourrait presque imaginer aussi une peinture un peu brute par moments sur cette petite fille qui a les yeux un petit peu décalés, une bouche un peu large, des cheveux raides, et qui tient une boîte avec des harengs, avec une petite blouse bleue à carreaux, une salopette, un petit tablier devant. Enfin, il y a vraiment son trait, on reconnaît son trait dans les portraits, quoi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort que ces natures mortes et ces animaux. De toute façon, les natures mortes, pour trouver des natures mortes, à part les tournesols de Van Gogh, pour trouver des natures mortes qui enthousiasment, c'est difficile. Mais là, j'ai Francine à l'âtre, de 1946, sur une petite fille. C'est quand même un grand format, hein, parce qu'on voit après, une photo où il y a quelqu'un qui présente l'œuvre encadrée. C'est une petite fille blonde avec une blouse blanche. Il y a une énorme cafetière à côté d'elle. Il y a le manteau de la cheminée. Il y a une immense cuillère et un linge qui doit sécher, un linge bleu. Voilà, moi je suis bouleversé par ce genre d'image, quoi, qui est rien du tout d'académique. C'est vraiment un peu comme, oui, ça peut faire penser aussi, curieusement par moment, à Han Soutine, voilà. C'est dans ces lignées complètement à l'écart de tout, quoi. Comme étude pour le forgeron de Jaubourg et sa femme. Là aussi, on a quelque chose d'assez extraordinaire, de simplicité, de brutalité aussi, avec des couleurs un peu, comment dirais-je, terreuses, etc. Mais avec une force, voilà, comme Diémin à table aussi, qui doit être un paysan vraiment rusteau, avec des mains énormes, voilà, accoudé à table devant un bout de pain, avec un hareng probablement, oui, là où il y a un hareng, un verre, et puis une bouteille dans le fond. Voilà, ce sont
des morceaux de peinture vraiment qui tiennent sur le mur, quoi. Par contre, il a fait l'église de Gréville, qu'avait fait avant lui, évidemment, Jean-François Millet. Alors, autant l'église de Gréville de Jean-François Millet, c'est quand même une peinture, comment on les appelait, les naturalistes, quoi, très belle, mais très proche de la vérité, de la réalité, alors que l'église de Gréville de Simon Segal, c'est quand même autre chose, quoi, voilà. C'est très, comment dirais-je, c'est lourd, quoi, je veux dire, autant que Millet, c'est d'une légèreté, voilà, comme savait le faire Millet, autant chez Simon Segal, c'est quand même quelque chose, une espèce de paveton, cette église avec des ouvertures, des taches qui simulent les ouvertures, les portes, les fenêtres, une croix aussi, un peu quand même quelque chose de brutal. Voilà, c'est la différence entre Millet et Simon Segal. C'est deux époques différentes, deux perceptions, deux sensibilités complètement opposées. Et là, c'est bien d'avoir montré sur le même sujet la différence de perception et d'exécution. On peut rappeler Gréville et le village natal de Jean-François Millet, et que quand on va justement à Gréville, on peut visiter cette maison. La maison natale de Jean-François Millet. Et tu te souviens de l'église de Gréville? Je me souviens du village, oui. Parce que l'église, celle que Millet a reproduit, en tout cas, elle est merveilleuse. Non, mais tout ce coin du Cotentin, moi, m'a énormément séduite. Je ne connaissais pas. Et là, c'est pareil, il est allé, Segal s'est baladé au nez de Jaubourg. Et avec Lolo et Clo-Clo, on s'est justement promené un petit peu sur le sentier là, du nez de Jaubourg. C'est magnifique. Enfin, moi, j'ai découvert un coin extraordinaire, quoi. Eh bien, pour que ma camarade trouve un coin extraordinaire, il faut qu'il soit extraordinaire. J'aime beaucoup la Bretagne, mais là j'ai été séduite quand même. Hein? J'aime beaucoup la Bretagne, mais j'avoue que j'ai été très séduite par ce coin. Bon, aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que dans ce coin de Cotentin, c'est très nucléarisé, donc ça c'est un peu l'ombre qui plane là. Mais... tu sais, toute la France est nucléarisée, alors bon, le Cotentin ou la vallée du Rhône, hein, c'est un peu pas la même chose. Hein. Ouais. La vallée du Rhône, il y a des paysages magnifiques, il y a les côtes d'un côté, il y a comment dirais-je, les préalpes de l'autre, etc. Une vallée merveilleuse, la vallée du Rhône, et puis tu as ces énormes cheminées de centrales nucléaires. Voilà, bon. On imagine l'explosion d'une centrale et tout ça par terre. Alors là, moi j'ai un portrait de paysanne de Sarzana. Alors là, c'est dommage parce que dans ce livre-là qui s'appelle Segal ou l'ange rebelle, donc le livre qui a été écrit par Valdemar-Georges, il y a beaucoup de photos en noir et blanc. Bon, je pense que à l'époque, c'était peut-être un peu coûteux de faire que de la repro couleur, mais cette paysanne, c'est pareil, elle est incroyable. Elle a des mains très très marquées, très abîmées. Enfin, et elle a donc une tête qui est un petit peu disproportionnée par rapport à son corps, mais on sent aussi toujours ce côté très expressif qu'on peut retrouver dans des portraits de religieuses qu'il a faites aussi. Alors souvent, il a des tons qui sont plutôt contrastés, et il y a quelques portraits, par contre, où on reste un peu dans des camailleux de beige et de gris, quoi. Moi, c'est vraiment une œuvre que j'aime énormément. Alors, il y a un musée. C'est Madame Boivin? Non, c'est celle-ci. C'est la femme, la paysanne de Sarzana. Moi, j'ai Madame Boivin, qui est aussi pas triste, hein, et j'ai aussi Paysan sur sa bêche. Et c'est un pastel de 1950, et là, c'est du père Mequeux à 100%. Ah ouais, c'est tout à fait. Et donc, il y a un musée, en fait, dans le sud, dans le Var, c'est la chapelle du couvent des Ursulines d'Aux, qui abrite un musée d'art moderne Simon Segal. Et là, dans cet endroit, on peut voir 280 toiles, dont 175 de l'école de Paris. Et c'est donc la donation de Bruno Bassano, qui a été son mécène et son collectionneur. Il y a 280 toiles. De lui? Oui. Donc je pense que si on veut vraiment découvrir son œuvre, il faut... Bah oui, quand est-ce qu'on y va? Bonne question, les amis, quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce que tu sors ton char d'assaut, là? Voilà, donc c'est parce que c'est vrai qu'ici on ne peut pas voir son travail, et après avoir découvert ses livres, rencontré cet artiste par les lectures et ses reproductions,
on a quand même très envie de voir son travail. Oui, et puis toi, tu as vu le paysage en plus. Hein. Ah, tu as ouais. eu la chance d'aller dans ce coin du Cotentin avec tes copines. Que moi, j'ai prouvé que je verrai probablement jamais. Bon. Voilà, bon, bah ça c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est pour autrement, comme aurait dit ma grand-mère. Voilà, bah, j'espère qu'on vous a un peu donné envie de le découvrir. En tout cas, déjà, comme la manière dont on l'a raconté, je vais mettre quelques reproductions sur le petit film et on va voir. Et puis aller à Aubs dans le Var. Hein. Voilà. Enfin, vous pouvez aller dans le Cotentin sur les lieux qu'il a peints, et puis aller aussi à Aubs dans le Var. Ben, d'abord, c'est un coin sympa. Hein, mais quand même, s'il a un musée dans le Var, c'est quand même extraordinaire. Quand Tchaïkovski pleure des larmes de pluie sur la mort, les heures, sur le temps, l'ennui. Quand Tchaïkovski pleure en 33 tours, il pleure dans mon cœur des larmes d'amour. Quand Tchaïkovski pleure au cœur d'un violon, au cou d'une fleur, au creux d'un sillon. Quand Tchaïkovski pleure un lac aux oiseaux, une valse en mineur, bon Dieu que c'est beau. Tchaïkovski pleure, je pleure sans raison, sans deuil, sans douleur, de joie, et c'est bon. Quand Tchaïkovski pleure des larmes de givre, là j'oublie ma peur, j'ai envie de vivre. Quand Tchaïkovski pleure, c'est un poème d'Apollinaire interprété par Henri Tachant. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la section de Rapin 100 fois sans loi et sans courbette, qui va se finir avec, comment dirais-je, les expos que je vais vous énumérer, puisque ma camarade Paul
n'a pas son prompteur, c'est la question. Donc Michel Ragon, au musée d'histoire vivante à Montreuil, toujours, c'est jusqu'au mois de décembre, et on doit toujours y aller. Les femmes photographes de guerre au musée de la Résistance, à Paris, magnifique. André de Vambès, peintre, graveur, illustrateur au Petit Palais. Au Petit Palais, je vous le recommande, c'est un lieu extraordinaire. Voilà, il savait à ce moment, à cette époque, dire que c'était des lieux qui devaient être détruits après l'expo universelle, là, je ne sais pas quoi, là, comme le Grand Palais, puis ils les ont gardés. C'est une bonne idée quand même. Frida Kahlo, qui expose au musée Galliera, où sont exposés ses bibelots. Edward Munch à Orsay. Rose à Bonheur à Orsay aussi, mais c'est le 18, on ira par la semaine d'après. Kokoschka au Mam, magnifique exposition. Les bouquinistes sur les murs de la mairie de Paris, d'Alain Cornu. Voilà, ouais, donc c'est ma copine Lolo qui est bouquiniste qui nous a fait suivre cette info. Donc Alain Cornu a fait des photos, il a pris chaque bouquiniste en photo. Et donc ces photos sont exposées sur les grilles de la mairie de Paris-Centre, c'est rue Spueller, rue Perret et rue de Bretagne, du 29 septembre au 29 novembre. Donc c'est l'occasion de découvrir notre Lolo national et ses autres bouquinistes. Et Anna, notre pote, Anna, qui est une artiste polonaise, à la Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois. Voilà, Anna Sinorachka, à qui on avait consacré une émission il y a déjà un an et demi à peu près. Et donc, c'était l'été dernier. Ouais. Et donc, qui expose dans le cadre de l'exposition Art Cité. Son travail est à la Halle Roublot à Fontenay. C'est très facile d'accès, c'est vers le carrefour des rigolos. On peut y aller facilement en bus, en RER. Enfin, et il faut vraiment, son travail, il faut vraiment le détour. Malheureusement, elle n'a que 5 ou 6 peintures. Bon, les 5 ou 6 peintures, vous allez voir qu'elle, hein, parce que les autres... Voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment... Ouais, qu'elle se détache des autres. Et sinon, très important, ce week-end à Montreuil, ce sont les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Et à cette occasion, le petit collectif de Sauvons les arbres auquel je participe va exposer sur l'avenue Gabriel Péri, sur les grilles des travaux, là, des canalisations, des photos plastifiées des arbres qui étaient là, des souches, du travail qu'on a fait autour de ces souches. Et au 73 rue Condorcet, il y aura un travail, l'exposition des œuvres originales, des estampes faites à partir de ces souches, donc des estampes faites sur du papier ou sur du tissu. Et ça, ce sera au 73 rue Condorcet. Et sur toutes sortes de papiers. Voilà, donc ça, c'est ce week-end à Montreuil. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres artistes. Une exposition aussi que j'ai notée, mais je ne te l'ai pas dit, c'est Sam Zafran à l'Orangerie. Sam Zafran, je pense que toi tu aimes moins, ce sont des grandes serres avec des grandes feuilles de philodendron. Et on avait découvert la première fois son travail chez Claude Bernard. Ouais. Oui, bon, enfin bon. Et un peintre... Il faut aimer la verdure. Quoi. Voilà, il faut vraiment aimer. Moi, j'aime beaucoup cet univers un peu de serre, de feuilles, de plantes grasses. Et ça, c'est à l'Orangerie des Tuileries. C'est tout. C'est tout. Bon, film et lecture, parce que Zé, ça, c'est pas dans le coup, puisqu'on n'a rien vu. Mais je viens de finir Drancy de Maurice Rachus, que je recommande à personne, parce que c'est vraiment le livre qui peut peut-être permettre à certains esprits fatigués d'en finir définitivement avec la vie. Quand on voit cette horreur qui existe toujours d'ailleurs, Drancy, c'est Drancy, quoi. Il y a une cité qui s'appelle... La cité de la Muette, donc c'est effectivement ce lieu de déportation qui a été réhabilité en HLM voilà. Pour vraiment miséreux, on va dire. Quand même, miséreux, ceux qui sont vraiment les déclassés de l'action sociale ou des loyers sociaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Il y a même un wagon de la SNCF de déportation qui a été placé là. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Ils ont mis un wagon avec une plaque commémorative, etc. Mais le wagon, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Pas vraiment partagé par les habitants de la cité, parce que c'est quand même l'horreur, quoi. Mais enfin, il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé là, hein, de 1940
1941 jusqu'à 1945, 67 000 Français ou étrangers de confession juive ont été regroupés et déportés par train, de 1000 déportés vers les camps de la mort d'Europe de l'Est, de Pologne en particulier, voilà. Et donc, je trouve même inouï qu'on ait relogé des gens dans ces lieux. Voilà, il y a quelques gens qui se sentent pas très bien dans ce lieu, d'autres qui s'en foutent complètement. L'essentiel, c'est qu'ils aient un toit sur la tête, voilà. Mais je trouve, il y a quand même dans les gens qui sont responsables, qui vont peupler ce lieu de concentration où justement près de 70 000 Français ou étrangers de confession juive sont passés pour aller mourir de manière atroce dans les camps de la mort de l'Est. Je trouve ça complètement aberrant de reloger des gens dans ce lieu, surtout même si ce sont des gens qui n'ont pas trop de fric pour aller dans les HLM normaux, mais bon, c'est quand même, je ne sais pas qui a eu l'idée de reloger des êtres humains dans ce lieu, mais personnellement, je crois que je deviendrais fou dans un tel, comment dirais-je, cimetière. Voilà. Et nous, c'est notre jeune graveuse qu'on aime, Alice Amoroso, qui nous a parlé de cette cité, parce qu'en fait, elle a une tante qui habite en face, et elle a fait quelques gravures, justement, où elle met un peu en perspective les déportés de Drancy et les gens qui vivent aujourd'hui. Ouais. Parce que, si vous voulez, dans ce livre de Maurice Rachfus, qui en a écrit à peu près, moi j'en ai lu 5 de lui, mais il en a écrit beaucoup plus sur cette période de l'occupation de la France par les hordes nazies. Et je veux dire que non, moi j'ai mis très longtemps pour le lire, je l'ai lu par petits morceaux, et même en lisant par petits morceaux, c'est pas fastoche. Et la fin, les dernières pages, c'est les pires de toutes, presque. Voilà. Donc, il faut, si vous avez une bonne santé psychologique, et je ne sais pas si on dit ça comme ça, enfin, si vous avez un moral d'enfer, vous pouvez peut-être vous y aventurer, mais autrement, c'est pas à conseiller, parce que ça peut vous empêcher de dormir pendant un certain temps. Ouais. Alors moi, j'ai lu donc cette autobiographie de Simon Segal chez France Univers, et j'ai lu une partie de la double vie de Virginia Woolf, un livre coécrit par Geneviève Brisac et Agnès de Sarthe, qui est très documenté et qui reprend donc les principaux éléments de la vie de cette femme écrivaine remarquable, qui était quand même très en avance sur son temps, cette femme libre, féministe, suffragette, enfin vraiment c'est intéressant. Mais j'avais d'abord écouté les émissions de France Culture, La Grande Traversée, qui cet été lui a consacré 5 émissions d'1h40, et là c'était fabuleux, quoi. Bien, non mais j'ai l'impression d'être un débile profond. Bon, bref. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois 100 loi et 100 courbettes, qui émet depuis un Garni pourri et diffuse sur internet aracaille.fr. Et on salue nos potos, nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potos de Brest, qui paraît-il est toujours au sec. On a un petit doute, mais enfin, pourquoi il faut croire quand même les informations, hein. On pense beaucoup bien à eux, des gros bisous. Jean-Paul Souvraz, un peintre, une pointure internationale de coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Salut Jean-Paul. Claudine, une copine de Jamal Pichetto, voilà, qui s'intéresse beaucoup aussi à l'art, avec une bibliothèque artistique, paraît-il, bon, quelque chose de costaud. Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande de potes, dont Corinne, qui est une tapissière de génie, occupe une place prépondérante dans nos cœurs et dans nos esprits. Joël, qui est un fugueur professionnel qui passe la majeure partie de sa vie au Caire. Anne-Emmanuel, qui est une graphiste, et Frédéric,
quelqu'un qui n'engendre pas la mélancolie. Juliette Planck, une graveuse en relation à Rochefort-sur-Mer, qui anime une émission sur Radio Bigaille, mais avant tout une graveuse, quelque chose, quand même, c'est pas n'importe qui, Juliette. Marie-Christine Béguet, une autre graveuse aussi, mais elle qui est dans le sud, comment dirais-je, dans le Gard, je crois, oui, encore dans le Gard, un petit bled, là, une petite ville sympathique, et qui vient d'aménager dans sa nouvelle maison. Elle nous a envoyé une photo je pense que c'est la salle principale, voilà. Merci Marie-Christine de nous tenir au jus de tes déménagements. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure, il faut vraiment se le faire. Agnès Dubar, une autre graveuse, mais qui fait plutôt dans le recueillement. Thierry Morciot, un graveur belge, génial, on adore son travail extraordinaire, de fantaisie, etc. Comme savent le faire les gens de là-haut. Alice Amoroso, nous venons de l'évoquer, peut-être la plus jeune graveuse du monde, en taille d'épargne. Raoul Viloula, pareil, un graveur en taille d'épargne, qui a ramassé un premier prix de gravure, puis pas n'importe lequel. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes d'artistes qui font vivre l'œuvre de leurs défunts conjoints. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, dont une, Liliane, nous a hélas quittés, surtout quitté sa sœur, qui aussi, en même temps, a perdu son compagnon Bernard. On a une pensée pour ces deux ou trois, voilà, de frères, sœurs, maris de cette famille. Marie-Christine et Christophe, des militants chimiques, Cécile de la 125e Pétence, où insensé, on l'ensemble et on entend. La Rose Flamboyante, qui anime deux émissions, une pour les enfants, une pour les adultes, sur une radio Omni, mais que tous nos auditeurs connaissent, enfin les plus anciens en tout cas. José Arthur, qui anime une émission qui s'appelle Le Mélange, le dimanche en fin d'après-midi sur cette radio Omni, une émission musicale de haut niveau. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte. Voilà, il ne faut pas oublier que Bourron-Marlotte, c'était un haut lieu de la peinture naturaliste. Naturaliste, c'est peut-être aussi impressionniste. Voilà, Isabelle Roubaille, dont on a connu l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Bourron-Marlotte. Colette et Alain, deux mécènes, deux chez mécènes, qui mécènent, alors, des humains, quoi, voilà, c'est des mécènes humains, c'est pas des mécènes capitaliques, voilà, haïssables, pas du tout. Dominique Pollard-Ardouin, une galériste, hélas, aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman, Cérès Franco, deux femmes qui ont consacré leur vie à l'art, et dont on connaissait bien Dominique Pollard-Ardouin, on l'aimait beaucoup. Marie-Pierre, une collectionneuse, chère à nos cœurs. Marie Degnaud, une galériste de la galerie Kaléidoscope, qu'on adore, Marie Degnaud, et on adore les œuvres qu'elle présente sur les 6 mètres de ce qu'est la galerie. Antoine Manoury des Champignons, un petit groupe musicos, pote avec Mathieu Marapé, la galerie Curambedou de Bourg-Marlotte, Anna Sinoratska, dont on vient de vous parler, qui expose à la Halle Roublot à Fontaine-sur-Bois, et Karine Breccia, une artiste, décoratrice, etc. Voilà, quelqu'un qui déménage beaucoup. L'émission est à l'écoute sur le blog arakai.fr et on se termine avec Mélismel pour vivre. Salut à tous. Salut.
Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants. Et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit grave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.